Eh ben, on est parti. Je disais juste que j'étais éducateur spécialisé de formation initiale et que j'avais fini cette formation à l'Université de Montréal et au Massachusetts Institute of Technology euh, il y a de très nombreuses années, comme Gaël l'a élégamment fait remarquer tout à l'heure, ce qui fait de moi un être un peu hybride et j'espère pouvoir vous apporter ce que mon hybridité me permet de formaliser dans des travaux. Et je vais essentiellement vous parler du point de vue du gros réseau de recherche sur les usages qui s'appelle le GIS, ça veut dire Groupement d'intérêt scientifique Marsouin, qui regroupe les universités de l'Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Donc, ça fait 7 universités, 3 grandes écoles, 18 labos de sciences humaines et sociales. Donc, nous ne travaillons pas du point de vue technologique, mais du point de vue des sciences humaines et sociales, cette question de la construction de la société numérique. Ma focale personnelle étant plutôt de travailler sur les questions d'e-éducation et d'e-inclusion. Je reviendrai dessus. Donc, tout ce que je vais vous raconter sont issus de travaux de recherche que vous voyez apparaître rapidement dans cette infographie. On travaille plutôt sur du registre de méthodologie croisée. Donc, évidemment, on fait des statistiques et des entretiens. Mais moi, ce que je préfère, c'est des ethnographies au long terme et de la recherche-action. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Donc, la commande de ce matin, c'est de faire une intervention en deux parties. La première partie, un petit peu théorique. Alors, armez-vous de café de manière à préciser les choses. Et une deuxième partie, effectivement, sur la question de l'inclusion et de la fracture numérique, en sachant que je travaille avec les deux collègues qui vont intervenir après dans un projet de recherche très ancré dans une zone rurale isolée, le pays de Brocéliande, puisque François Sorin et Pierre Mazet travaillent avec moi sur ce projet-là. Et donc, je laisserai de côté les sujets que eux vont développer après. Donc, qu'est-ce que c'est que l'anthropologie des usages? L'anthropologie des usages, c'est l'idée de regarder les technologies numériques sur le temps long. Ces technologies numériques ont été créées, imaginées, fantasmées autour de mythologies qu'on peut faire remonter à la plus haute antiquité. Hein. Je vous parlais de mon hybridité tout à l'heure, donc les êtres hybrides remplissent nos panthéons et on va dire que dans les cultures mondiales, ces êtres artificiels, ces technologies de l'intelligence sont inscrites depuis très longtemps et j'avais observé il y a déjà de nombreuses années, particulièrement dans le secteur éducation spécialisée, que beaucoup d'usagers finalement réagissaient à des représentations qui étaient bien loin de la réalité technique des technologies numériques, de l'informatique et de la micro-informatique à l'époque, pour s'arrimer dans des imaginaires qui étaient importants. Donc, en fait, je travaille beaucoup les dimensions imaginaires et symboliques des usages des technologies, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, je réagis régulièrement. Vous aurez ce PowerPoint et puis mes publications, mais aussi, on va dire, mes interviews dans la presse, à cette formule que tout le monde utilise aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale, hier, à la fin des États généraux du numérique éducatif, le numérique, c'est qu'un outil et finalement, ça dépend ce qu'on va en faire. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que probablement que le numérique, ce n'est pas qu'un outil. D'abord, la question du vocabulaire est absolument fondamentale. Pour ceux qui sont un peu âgés, vous devez vous rappeler qu'on a commencé il y a bien longtemps, dans les années 80, dans les années 70, par l'informatique, puis dans les années 80, par la micro-informatique. À la fin des années 80, le multimédia arrive, l'Internet au début des années 90.
puis ces fameux TIC, hein, technologie de l'information et de la communication, puis le Web 2.0. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que finalement, c'est pas qu'un outil, c'est probablement aussi un ensemble de cultures, un ensemble d'environnements qui a besoin d'être précisé. Donc, pour le préciser, moi, je vous propose cette définition du numérique, hein, le numérique substantivé en français, comme on va dire phénomène sociétal. Il a 4 pieds, il a 2 pieds techno et 2 pieds anthropo. Les 2 pieds techno, évidemment, c'est l'informatique, le mode de traitement et de diffusion de l'information, mais l'informatique ne serait pas aussi largement diffusée autour de nous si elle n'était pas portée par les réseaux et les systèmes de communication. Donc, le 2e pied techno, c'est bien évidemment l'Internet, et l'Internet est beaucoup plus jeune, entre guillemets, que l'informatique, puisque sa naissance effective, c'est le début des années 90. Enfin, 2 pieds anthropo, le numérique, c'est aussi des cultures complexes saturées d'imaginaire. Vous devez voir derrière moi que sur mon épaule, il y a un maître Yoda. Quand je suis intervenu auprès de psy, d'un grand, dans une grande conférence avec les psychologues français, la collègue m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un Jedi? Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la culture initiale des années 60-70 entourant ces technologies était une culture de niche, on va dire au début de la mondialisation. Elle est devenue culture dominante. Je pense que pour vous convaincre de ça, il suffit de regarder ce que les plateformes vous proposent comme séries, films et compagnie. Vous voyez bien que nous pensons, nous regardons, nous nourrissons d'images et d'imaginaires autour des technologies. Et enfin, et c'est probablement ce qui vous intéressera le plus et ce qui a vraiment besoin d'être formalisé dans tous vos métiers, surtout quand je vois le petit tableau qui décrit que vous faites de l'accès au droit et de la médiation numérique majoritairement, c'est la question des usages qu'il ne faut pas confondre avec les pratiques. Les usages, ce sont des ensembles de pratiques individuelles et collectives des technologies. Et ces usages s'installent dans des boucles historiques qui correspondent à des phases, à des cycles que je vous présente avec ce schéma. Pour prendre l'Internet, on est au début des années 90. On commence par ce qu'on appelle la phase d'innovation, c'est-à-dire que on va nous présenter l'Internet comme quelque chose d'absolument magique. J'ai pas le temps là de vous montrer les illustrations vidéo, mais j'en ai quelques-unes qui sont très très croustillantes. Pour faire simple, en 1992, Tim Berners-Lee et son équipe du CERN de Genève inventent le web, l'Internet que nous connaissons aujourd'hui, et le libéralise, c'est-à-dire le distribue à la planète entière. Et en fait, on va se rendre compte que cet Internet va être l'objet de toutes les projections très positives en général, avec certaines projections plus négatives, je reviendrai dessus, mais que finalement, tout ce qui concerne les logiques de diffusion, les logiques de marketing, les logiques ensuite de discours politique autour des technologies, en font une espèce d'objet magique. Et cet objet magique, au début des années 90, il est considéré comme ce qui allait sauver l'humanité. Je vous donne un exemple, puisque nous sommes en plein dans les élections américaines. Des textes très sérieux, à la fois scientifiques, des rapports à la Commission européenne, nous décrivent qu'à la fin des années 2000, grâce à l'Internet, on n'aurait plus de problème politique, puisque la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie. Vous voyez que la trajectoire de l'Internet aujourd'hui, avec les tweets de Trump, a pris une toute autre voie. Et on peut se demander si l'Internet n'a pas détruit la démocratie, ou du moins n'a pas
profondément modifié. Donc cette première partie est une partie, comment dire, de rêve qui conduit à une deuxième phase, la phase de massification. Pour l'Internet, on est fin des années 90 et toute la première décennie 2000, où nous avons un processus assez paradoxal qui consiste finalement à acheter, s'équiper, se connecter en masse. Hein, on a des taux de progression dans ces années-là qui sont vraiment importants année par année, mais en même temps, on dégonfle les imaginaires. C'est-à-dire qu'on passe de la cyberdémocratie au traitement de texte, on passe du fantasme de récupérer les vidéos en un clic à du téléchargement très lent de photos et à la maîtrise des premières techniques de type Photoshop. Vous voyez, on dégonfle les imaginaires par la pratique. Et on rentre enfin dans une troisième phase où finalement ces technologies deviennent ambiantes et où notre vocabulaire change. C'est la phase de banalisation, c'est la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne l'Internet fixe. Et on voit que notre vocabulaire change. Donc, on va parler des dangers des technologies numériques, on va parler de la protection des données, mais on va aussi parler du droit à la technologie et de ces questions d'inégalité et de fracture numérique sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. À la suite de cette entrée sur finalement la socio-histoire des technologies, il est important de définir pour nous tous le concept d'usage. Alors, les usages sont des normes sociales d'usage, c'est-à-dire des ensembles de pratiques socialisées qui finalement s'articulent, hein, contrairement à ce qu'on pensait dans les années 90. Les usages des technologies sont très articulés aux autres usages. Hein. Et nous, dans le travail social qui intervenons auprès d'usagers, vous voyez que ça résonne quand même, ces terminologies-là. Alors, plutôt que d'aller faire une grande démonstration théorique, je vais vous donner un exemple. Facebook et les réseaux sociaux qui sont, on va dire, très, très mis en cause aujourd'hui et questionnés en tout cas. Comment ça se passe? Il y a 10 ans, un jeune homme qui s'appelle Mark Zuckerberg a cette idée absolument extraordinaire de mettre en avant un site sur lequel on va projeter des photos d'étudiantes et sur lequel des étudiants vont pouvoir mettre des commentaires graveleux et des notations. Vous voyez qu'après MeToo, on est quand même dans une autre période. Il n'empêche que cette offre va se faire dans un contexte très particulier puisque Zuckerberg est étudiant à Harvard, dans une des grandes universités américaines. Et de l'autre côté de l'Atlantique, à Lannion pour être précis, mon équipe était en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens. Et à cette période-là, on s'est rendu compte que les collégiens étaient en train de transformer radicalement leurs usages des technologies numériques. Ils étaient en train de faire exploser les SMS, ils étaient en train d'investir massivement la messagerie instantanée. Je pense que ça va parler aux plus jeunes d'entre vous qui, il y a une dizaine d'années, devaient être en collège. Et on voit un truc extraordinaire apparaître, contrairement à l'intuition de Zuckerberg. On voit les collégiennes investir assez massivement les technologies numériques dans ce phénomène de blog. Ça doit vous dire quelque chose. Skyblog, le développement de l'éditorialisation sur Internet. Et puis, en parallèle, on voit les petits musiciens, regardez ce que font les musiciens, et tout ce beau monde se retrouve sur un site particulier, un réseau social particulier qui va s'appeler MySpace, et puis la même chose pour les petits photographes, etc. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que Zuckerberg, c'est ni Jobs ni Gates, c'est un opportuniste qui va faire une offre technique qui finalement va retrouver un écho très important dans les pratiques numériques préexistantes des jeunes. Ce qui explique pourquoi Facebook va se diffuser, non pas auprès des étudiants américains, mais auprès des lycéens et des collégiens américains. Je passe sur les détails, les deux systèmes éducatifs ne mettent pas les mêmes vocabulaires. Bref,
des adolescents, hein, sur les adolescents. Ça va devenir un phénomène de société et ça va s'installer comme norme sociale d'usage des technologies numériques. La preuve en est, et je pense que ça doit vous parler à tous ceux qui travaillent avec des plus jeunes, la preuve en est, c'est que les adolescents ne sont plus sur Facebook aujourd'hui. S'ils sont sur Facebook, c'est pour conserver des relations avec la famille, puisque papa, maman, tonton, tata, les grands-parents sont sur Facebook, ou alors des questions culturelles, d'associations culturelles, ou alors des questions d'associations sportives. On va dire, ils jouent leur rôle d'adolescents, comment dire, se confrontant à la norme d'usage du réseau social numérique en investissant massivement d'autres réseaux sociaux, mais qui ont été construits en référence à Facebook. Donc, en fait, les plus jeunes sont sur TikTok. On va dire du côté des collégiens lycéens, on les voit sur Instagram et sur Snapchat. Il y a un usage de réseau social de YouTube, mais vous voyez que tout ça se fait par rapport à la norme sociale d'usage des réseaux sociaux. Et la norme sociale d'usage des réseaux sociaux, le point central, c'est Facebook. Donc, tout ça se construit. Alors, je n'ai pas d'horloge, donc je vais peut-être prendre mon téléphone. Je vous quitte 30 secondes. Pour savoir où j'en suis. OK. Faut pas que je tarde à conclure si on veut se garder un peu de temps. Alors, comment ça se passe? Nous avons un ensemble de techno-imaginaires à disposition. Ces techno-imaginaires se cristallisent en représentations qui sont finalement un ensemble de significations communs à une culture à un temps donné. Les techno-imaginaires s'inscrivent sur le temps long et sur des cultures très millénaires. Les représentations sont plus fugitives. Je vous donne l'exemple, par exemple, de ces vidéos qu'on trouve sur YouTube où nos collègues québécois donnent une cassette VHS à des jeunes, à des très jeunes enfants qui ne savent pas quoi en faire. Ils sont entourés d'images. Leur représentation des images aujourd'hui, c'est les plateformes, les box, les écrans. La cassette VHS, il n'y a plus de magnétoscope, il n'y a plus de cassette. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que ça peut faire. Donc, c'est ça le jeu de la représentation. Il faut qu'on puisse se représenter ces machines pour pouvoir déclencher des pratiques. Donc, nous avons besoin de savoir que ça, c'est une souris, que ça, c'est un écran, etc., etc. Ça déclenche des pratiques. Ces pratiques se socialisent en usage, c'est-à-dire deviennent des normes sociales d'usage qui modifient la forme des techno-imaginaires. Nous ne pensons pas tout à fait de la même manière les robots, l'intelligence artificielle, la communication sur Internet aujourd'hui qu'au début des années 50, sans en modifier forcément les fondements. Alors, j'avais cet exemple-là, mais je vais le passer. J'hésite à vous passer ça. Ben non, je reviendrai peut-être dessus dans les questions. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer. Oh là là, je vais très vite, je vais arrêter le partage. Gaël, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les 3B parce que c'est peut-être un peu dense. Je vois qu'il est 9h45, même si on a dépassé. Peut-être quelques réactions, questions? Ça marche, oui. Effectivement, ça peut être pas mal de passer un petit peu à une première série de questions, effectivement, sur cette question le numérique, ce n'est pas qu'un outil. On voit bien comment ça fait référence à des imaginaires. Est-ce que vous avez des premières réactions, des premières questions? On peut les prendre à l'oral ou à l'écrit. Oui, à l'oral. Bonjour, je me permets de prendre la parole du coup. Pas de souci, pas de souci. Bonjour, donc Sandrine André, je travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg et notamment donc, sur les questions d'inclusion numérique.
Déjà, moi, je voulais vous remercier pour cette présentation parce que je suis ravie en fait de cette mise en perspective parce que c'est vrai que nous, on est souvent effectivement dans notre quotidien confrontés voilà, à des problématiques justement liées aux usages et on ne se pose pas effectivement la question de finalement cette question des représentations, enfin, des pratiques sociales qui gravitent, on va dire, autour de cette question des usages. Et donc, voilà, moi, pour ma part, je trouve que ça remet vraiment bien les choses en perspective et ça permet en fait d'élargir aussi nos réflexions. Merci pour ça. Voilà. Je n'ai pas particulièrement de questions, mais c'était ma réaction. Écoutez, merci. Je vais juste rebondir sur ce que vous dites par l'exemple du courrier électronique. Le courrier électronique a été inventé en 1971 par un monsieur qui s'appelle Ray Tomlinson dans les premiers gros échanges en réseau. Il a vraiment été développé à partir du début du web et personnellement, j'ai un mail depuis 1993, parce que je vous ai dit que j'étais un vieux maître Jedi, j'ai des vieux outils, voilà. Ça veut dire que je me suis coltiné 30 ans de courrier électronique. Dans nos travaux et dans ceux de Dominique Pasquier, et ça sera vraiment développé par Pierre Mazet, on voit que pour les familles populaires, la question de la dématérialisation est une question brûlante, est une question dans les monographies de Dominique Pasquier, on entend dire des gens qui ne sont pas en pauvreté précarité, hein, c'est juste des familles populaires en milieu rural qui disent la dématérialisation est inhumaine, le mail est un instrument de torture, etc. Et donc, je vous invite à réfléchir à cette question-là. C'est vraiment une question de représentation. Ce n'est pas du tout la même chose de s'être acculturé au mail pendant 30 ans, même si le mail, au bout d'un moment, moi, j'en ai marre. Il n'empêche que, on va dire, c'est devenu un animal familier. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai apprivoisé. J'ai donc une représentation du mail qui est comment dire, stabilisée. Voilà, le mail ne me fait pas peur. Là où, devenant le discours de l'administration, il peut être véritablement vécu comme un outil de contrôle, comme voilà. Et bon, il y a un ensemble de travailleurs sociaux, il y a des collègues de l'État, il y a, je peux prendre aussi l'illustration des CPE. Qu'est-ce que font les conseillers principaux d'éducation lorsqu'ils envoient des mails aux familles en difficulté juste pour les convoquer et raconter que les gamins se comportent mal à l'école et qu'ils sont en retard, etc. Vous voyez qu'on construit dans nos usages et nos pratiques ce type de représentation. Et je vous invite vraiment, et c'est le but de cette première conférence, à imaginer que votre expérience des technologies numériques est un point d'appui pour réfléchir les représentations qu'ont les autres, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de ce que font les autres avec les technologies. Cet exemple du mail est vraiment tout à fait significatif, quoi. On peut, parce que c'est la norme, parce que c'est l'environnement, on peut surexclure, hein. Moi, j'avais développé à un moment donné cette idée de surexclusion, les personnes par des usages trop massifs, trop monolithiques, etc. Donc, merci pour votre retour. Je pense que la cible est atteinte. Si ça fonctionne comme ça, la cible est atteinte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Oui. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Merci. Donc, éducatrice spécialisée en prévention depuis plus de 20 ans au NEO et dans des quartiers précédents. Donc, il y a aussi suivi des formations avec le COPES, notamment sur le numérique avec Serge Tisseron. Est-ce que vous n'avez pas pu se rencontrer d'obstacles, notamment quant à l'innovation, parce que ça demande à sortir des zones de confort? Est-ce que vous n'avez pas représenté un danger à certains moments? Parce qu'effectivement, vous sortez un petit peu, comme dit, vous êtes hybride. Alors, petit à petit, moi, je développe plutôt des travaux de recherche qui sont dans l'objectif de traduire finalement la réalité des usages, d'objectiver les pratiques des usagers, en particulier les pratiques des professionnels. Et je serais tenté de dire
je suis en train d'analyser le confinement et on est en train de monter des programmes de recherche sur le confinement, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui considèrent le confinement comme un fait social total. C'est-à-dire que probablement que ce qui vient de nous arriver, ce qui nous arrive encore, nous démontre que nous sommes dans une société numérique, en fait. Et que tout le début du XXe siècle traînait ce que vous pouvez qualifier de résistance à l'innovation, etc., etc. Non pas que ces technologies soient bonnes par essence, hein, et qu'il y a quand même des imaginaires. Je vous renvoie au Big Brother, au contrôle généralisé. Vous voyez bien tous les discours qu'on a sur la vidéosurveillance et sur le fichage des terroristes, etc. Le travail social est sur cette frange-là aussi. Sauf que ce qui vient d'arriver nous touche tous. Et si on prend le concept de fait social total en se référant à Marcel Mauss, et là je suis en train de vous sortir des concepts de 1922-1923, donc on est vraiment sur des choses très anciennes. Ce que nous dit Marcel Mauss, c'est que finalement, il y a une profondeur historique de tous les faits sociaux totaux. Le dernier grand fait social total européen et très marquant pour la France, c'est la guerre 14-18. Elle s'est préparée un siècle et demi avant cette guerre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a des signaux faibles. Et les signaux faibles, c'est, vous voyez, toutes ces petites choses que vous allez pouvoir, vous, observer au quotidien qui vont vous titiller. Mon boulot et notre boulot de scientifique, c'est de dire, mais il y a peut-être des choses qui sont titillantes, mais qui sont très importantes finalement. Exemple, nous savions pertinemment que 77% de la population était équipée en ordinateur avant le confinement. Les enquêtes nationales, ce qui veut dire que 23% ne l'étaient pas. On connaissait ces données-là. Un quart de la population française avait plusieurs ordinateurs à la maison. Ça veut dire que 75% n'en avaient pas plusieurs. Je vous passe les zones blanches, je vous passe tous ces signaux faibles que personne n'écoute. En fait, on va les trouver dans les recherches sur les questions d'usage des technologies numériques depuis 30 ans. Et ça, c'est vraiment intéressant de vous les mettre à disposition. C'est-à-dire que ça devient des outils d'objectivation de vos pratiques, parce que vous ne pouvez pas, comment dire, mettre une interprétation sur une interaction avec un usager sans vous rendre compte qu'une partie de l'interaction dépend totalement du contexte. Hein. Et du contexte, par exemple, ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la fibre ou pas la fibre, sur la mise à jour de Zoom, sur les cultures numériques des uns et des autres. Donc, on va réaborder ça après. Mais effectivement, je pense qu'il faut arrêter d'analyser ça comme résistance au changement. Hein. On est plutôt dans quelque chose qui est massif, qui est anthropologique. Hein. C'est vraiment un fait social total, une transformation profonde de la société. Et ça pose à la médiation, enfin au métier de l'humain, pour faire simple. Je pourrais tenir quasiment le même discours pour les collègues du médico-social. Hein. Là, sur la médiation, sur l'accès au droit, sur l'intervention sociale, sur la réduction des inégalités, ça pose des questions qui nous concernent tous et qui doivent probablement s'arrimer sur des travaux qui étaient finalement des travaux de niche. Pour faire très simple, je pense que tout le monde s'est confronté à la question d'inégalité numérique pendant le confinement, y compris des cadres supérieurs parisiens qui ont voulu aller dans leur maison de campagne et qui se sont rendus compte que la maison de campagne était en zone blanche, alors qu'ils ne l'avaient absolument pas percuté avant parce qu'ils avaient la 4G ou ils jouaient avec leur téléphone. Et ça, je constate une vraie bascule là. On n'a jamais été, nous, autant sollicités, y compris par la presse. Et c'est probablement, et ça c'est François qui vous en parlera, il y a un moment numérique du travail social qui est en train de se passer là, et sur lequel je vous invite vraiment à vous saisir, quoi. Enfin, parce que, comme d'habitude, si on ne le saisit pas, ça va être les lobbies techno qui vont arriver, avec des solutions toutes faites, avec des modèles d'intervention, avec des technologies à vendre. En gros, il y a Google quand même derrière, hein. Il y a les GAFA derrière. Oui.
Bah justement, pour peut-être faire le lien, donc merci pour cette première partie, effectivement, qui nous dresse un peu cette société numérique finalement d'où elle vient. On voit bien qu'elle vient pas d'aujourd'hui et qu'effectivement, comme tu disais, Pascal, il y avait quand même déjà des signaux qui nous indiquaient, voilà, qu'il y avait déjà des. Alors, est-ce qu'il y a des fractures, des inégalités? Voilà, comment finalement, est-ce que finalement cette société numérique, elle crée des nouvelles inégalités? Est-ce qu'elle renouvelle des inégalités existantes? Je sais que la société médiation numérique, l'agence médiation numérique, société numérique nous dit qu'il y a 13 millions de numériques. Qui sont-ils? Parce qu'on a un peu effectivement en tête l'image, voilà, des zones blanches rurales. Nous, à l'ORIV, on travaille plus spécifiquement sur les QPV, les quartiers politiques de la ville. Est-ce que finalement, dans ces quartiers-là, on a des décrochages numériques? Voilà, on a un peu sur cette question-là, sur qui seraient finalement aujourd'hui les exclus du numérique et comment, voilà, ces inégalités sociales et territoriales, finalement, elles viennent aussi produire, est-ce qu'elles produisent aussi des inégalités numériques? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie? Allez, on passe à la deuxième partie. Donc, je vous repartage mon écran. Hop. Éventuellement, à la fin, je reprendrai peut-être mes 3B, mais bon. Oui, alors effectivement, je pense que ça peut. Alors, juste pour dire les 3B, c'est en fait, Pascal a construit une typologie autour un petit peu de la manière dont les travailleurs sociaux se saisissent en fait des technologies numériques. Effectivement, c'est intéressant. Est-ce que tu veux le faire maintenant et tu enchaînes avec je le fais, voilà. Ouais, tu le fais et ensuite on enchaîne. Ça peut donner un peu plus aussi quelque chose, je pense, d'un peu plus concret par rapport à tout ce que tu disais en lien avec les usages, les pratiques, les technologies. Je pense que ça peut être pas mal et je pense que les travailleurs et les intervenants sociaux se reconnaîtront notamment dans cette notion de bricolage qu'on entend souvent quand on travaille avec elle. Alors, je vous ai parlé là donc de la construction externe des usages. Elle renvoie à des processus internes, c'est-à-dire comment chaque usager compose avec ces technologies. Et du point de vue anthropologique, j'ai proposé 3 processus, dont le premier, c'est le bricolage. Alors, qu'est-ce que c'est que le bricolage? C'est en fait l'art de faire avec ce qu'on a. Quand vous avez un groupe avec des technologies numériques, vous ne mettez pas, s'il y a un problème technologique, vous ne mettez pas les usagers en pause et vous n'appelez pas la hotline, ce qui serait l'attitude d'un ingénieur. Non, vous avez un plan B, vous dialoguez, vous avez un plan C, vous avez… Bon. Bref, ce que je suis en train de vous raconter, et je m'appuie pour ça sur Claude Lévi-Strauss, c'est que finalement, face aux technologies numériques, nous n'avons pas une stratégie totalement rationalisée. Nous composons, et comme dans les métiers de l'humain, et particulièrement dans les métiers du travail social, ça a été particulièrement théorisé par Marc-Henri Soulet, il y a une grande partie de notre travail qui est un travail d'adaptation permanente au public et donc de bricolage. Et ce bricolage est pour nous historiquement situé sur une ligne qui va plutôt être centrée sur les praticiens, que je décris comme clinico-pratiques, mais avec aussi une tendance à limiter ce bricolage. La grande question des enseignants aujourd'hui, c'est quelle est notre liberté pédagogique dans le contexte de l'enseignement à distance. Eh bien, nous aussi, nous avons reçu ces technologies par le biais techno-administratif, du contrôle, des tutelles, etc., ce qui crée une forme de représentation et donc de résistance, pour reprendre la question de la collègue tout à l'heure, qui n'est pas à mettre de côté. Donc, ça réinterroge le s'autoriser à bricoler avec les publics et s'autoriser à bricoler une médiation numérique, bien évidemment. Deuxième élément, c'est l'élément qui renvoie directement au techno-imaginaire. Et là encore, pour s'arrimer aux travaux de Tisseron, les technologies sont aussi un espace culturel nouveau. L'année dernière, les questions de numérique étaient centrales pour les collègues psy.
Et les semaines d'information sur la santé mentale, j'ai dû faire 10 conférences sur les questions de technologie. Et pourquoi? Tout simplement, particulièrement chez les adolescents, parce que le vocabulaire des technologies, parce que les pratiques des technologies, particulièrement les écrans, les jeux vidéo, les plateformes, ont envahi les cabinets de psy. Et donc, cette question-là, du butinage, du lâcher-prise avec les technologies, on peut, nous, la métaboliser comme nouvel espace de médiation transitionnelle, ce qui veut dire que le vocabulaire des technologies fait partie du vocabulaire projectif aujourd'hui et il faut le prendre en compte. Donc, ce que nos usagers racontent avec les technologies a au moins autant d'importance que ce qu'ils font avec les technologies. Et ça va nous permettre de faire décoller tout à l'heure la question de l'inclusion. Et dernier concept qui est vraiment le plus important, celui qu'il faut retenir, celui qui structure aujourd'hui les sciences des usages des technologies, c'est le principe de braconnage. C'est en fait l'idée que alors le travail de Michel de Certeau concernait la lecture, et il s'est rendu compte que la lecture dans les années 60 avait été intégrée à la société de consommation et que les pratiques de lecture, pour faire simple, de la bourgeoisie intellectuelle avaient été intégrées finalement par les classes populaires, mais en la déplaçant. Il prend l'exemple des bibliothèques reliées cuir, des grands auteurs classiques qu'on va vendre dans les quartiers populaires dans les années 60 ou dans les zones rurales, et les gens les achetaient pour les mettre à disposition des enfants. Ça, c'est typiquement du braconnage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons une offre culturelle massivement nord-américaine, avec teintée un peu de culture asiatique ou japonaise avec les mangas, les jeux vidéo, etc. Et en fait, à chaque processus, l'appropriation par les groupes sociaux de cette offre culturelle à base technologique n'est jamais littérale. C'est-à-dire qu'en gros, nous participons à la construction des normes par braconnage, c'est-à-dire par détournement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le travail social. C'est un espace de confrontation aux nouvelles normativités. Je ne vais pas en dire plus parce que je reviens dans l'autre partie là-dessus. Donc, sur la fracture numérique, 1992, on libéralise le web. On sait très bien quand arrive ce terme de digital divide. Il arrive le 10 octobre 1996 dans un discours de Bill Clinton, alors président des États-Unis, qui nous dit qu'il ne faut pas séparer une partie des enfants par une fracture numérique. Quand on regarde le dernier baromètre Credoc de décembre de l'année dernière, vous savez, c'est un baromètre numérique qu'on a depuis 98 et qui sert de référence. Hein. C'est sur celui-là que je vous ai dit tout à l'heure, 77% et 25%. On remonte, la ligne bleue, c'est l'accès à Internet à domicile. On voit qu'en 98, 4% des ménages français étaient équipés de technologies, étaient connectés à Internet. En 96, 2% des Américains étaient connectés à Internet. Qu'est-ce que nous dit Bill Clinton en 96 quand il nous parle de fracture numérique, alors que cette fracture numérique concerne 98% de sa population? Il est juste en train de nous raconter que l'Internet sera total et sera américain. Et donc, 30 ans après, on se retrouve, ou 25 ans après, on se retrouve effectivement avec les GAFAM et on voit bien la domination américaine dessus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce terme de fracture numérique a subi ce qu'on appelle un processus d'essentialisation. Mon collègue Serge Ebersold, vous m'entendez bien? J'ai mes écouteurs qui disent que… Oui, vous m'entendez? Bon. Mon collègue Serge Ebersold du CNAM a beaucoup travaillé les notions d'accessibilité et il dit que l'accessibilité n'est absolument pas effective pour les personnes en situation de handicap
mais qu'elle est, comment dire, attestée par des normes technologiques et des normes européennes qui sont très loin de la réalité. Pour la fracture numérique, c'est exactement la même chose. Ce terme de fracture numérique nous conduirait à réfléchir les exclusions numériques en forme binaire, in ou out, hein, et donc avoir des solutions qui soient uniquement techniques. Il suffirait d'équiper et de connecter pour que ça fonctionne. C'est finalement beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, j'avais publié un ouvrage qui s'appelait « Pour en finir avec la fracture numérique », c'est-à-dire pour en finir avec la notion de fracture numérique, qui est caricaturale et qui nous empêche de voir les degrés finalement d'exclusion ou les distances qu'on peut avoir vis-à-vis de ces technologies, tant au niveau des pratiques et des compétences qu'au niveau des cultures. Voilà. Donc, un petit exemple encore issu de l'enquête Crédoc sur la dématérialisation. Alors, j'en dirai pas beaucoup parce que ça va être repris complètement, mais quand même, il faut que vous sachiez que finalement, il n'y a que 19% des Français qui sont contents de cette dématérialisation administrative, que pour 41% des Français, ça n'a rien changé, et que pour 37% des Français, les relations se sont complexifiées. Il s'avère que dans les 19%, il y a une surreprésentation des cadres supérieurs, des habitants de Paris et de l'Île-de-France qui, globalement, ont des comportements et des usages numériques différents des autres régions de France. Mais si on réfléchit bien à ce que nous montre ça, c'est aussi, on va dire, l'exposition aux contraintes administratives qui est mis en jeu. C'est-à-dire qu'un cadre supérieur parisien, quelle relation il a avec l'administration et donc l'e-administration? En gros, c'est ses impôts, quelquefois ses allocations familiales. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors que un retraité en situation de handicap qui doit gérer une pension de reversion, un jeune en recherche d'emploi, etc. C'est bon? Vous m'entendez toujours? OK. Oui, ça s'est un peu coupé. Ça s'est un peu coupé. Mais oui, parce que en fait, mes AirPods se déchargent. Je les utilise tellement que voilà. Donc, en fait, on a vraiment cette question de l'exposition et c'est évident que pour quasiment 40% de la population, la question de la dématérialisation se pose de manière, enfin, plutôt en difficulté que en simplification. Je vais vous passer une petite vidéo et je vais en profiter donc pour… alors, hop, vous allez me dire… sur l'enquête Capuni, donc qui est notre dernière enquête sur les questions d'usage, en particulier dans les zones rurales isolées et dans les quartiers politiques de la ville. Vous me dites si le son est bon. On n'entend pas. Non, on n'entend pas là. Moi, j'entends pas. Non, vous n'entendez pas. Non, on n'entend pas et je pense qu'il faut que le son passe par votre ordinateur en fait. Je ne sais pas comment on fait pour parler. Alors, dans ces cas-là, je vais essayer de le… Hop. Donc, il faut que je change mon son. Sinon, je le ferai comme… J'espère que ça ne va pas siffler, par contre. Seriez-vous prêt à abandonner votre smartphone? Vous entendez là? Comme oui. 14%. Alors, je vous remets en plein écran. Il faut que je revienne sur Zoom. Voilà. Alors, nouveau partage. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop. Hop. On est parti. Seriez-vous prêt à abandonner votre smartphone comme 14% des Français? Retour aux sources avec l'enquête Capuni.
pratique numérique des Français, mais c'est plus simple. Pascal, il n'y a plus de son de nouveau. En plus de faire des photographies des Pascal? numériques, Pascal, il n'y a plus de son. Pascal? Il ne nous entend pas. Il n'y a plus de son, mais il y a les sous-titres en fait. Donc Oui. On arrive quand même à savoir de quoi ça parle. Le manque de compétences. Une autre raison émerge, la limitation volontaire de la consommation de biens technologiques, cette fameuse déconnexion volontaire, qui a l'air de s'installer durablement dans le paysage, puisqu'elle atteint des professions intermédiaires, des retraités, dont le niveau de vie est plutôt moyen, voire élevé. En fonction des définitions, on aurait entre 5 et 18 millions d'exclus du numérique en France, ce qui provoque forcément dans les familles des facteurs d'inégalité multiples. On peut les dénombrer en 3 catégories: les habitants des zones bas débit et des zones blanches, les personnes en situation de pauvreté précarité, et enfin les déconnexions volontaires et involontaires. Il est urgent de construire une médiation numérique différenciée en fonction des publics et des territoires. 3 actions à mettre en place: soutenir et reconnaître les bénévoles, former les professionnels de l'éducation, du social et de la culture à la médiation numérique, et enfin, je dirais presque surtout, recruter des médiateurs numériques non précaires qui dépassent les emplois jeunes, les emplois d'avenir et les services civiques. Est-ce que... Alors, je vais peut-être... Vous... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, très bien. Est-ce que vous avez entendu la vidéo? Une partie sous-titrée, une partie, on l'a entendue. Donc, c'est bon. On a eu les informations. Bon. Et de toute façon, elle est à disposition. Je vous laisserai... voilà, elle est dans le PowerPoint, mais elle est aussi en ligne. Donc, voilà, j'avais préparé des diapos au cas où elle ne passe pas. On reviendra peut-être sur la question de la déconnexion volontaire. Mais en fait, ce qu'il faut que l'on regarde vraiment maintenant, c'est finalement comment caractériser ces publics. Et si on prend une analyse encore plus fine des données de l'enquête Capuni, on voit bien que les 91% de Français connectés, la définition internationale de la connexion, c'est être connecté à Internet dans les 2 dernières semaines. Vous voyez bien que entre un jeune en déshérence qui s'actualise sur le site de Pôle emploi, et puis quelqu'un qui est connecté toute la journée en télétravail, etc., on n'y voit pas grand-chose. Et donc, en fait, nous avons proposé une nouvelle typologie qui renvoie à peu près à ça. C'est-à-dire que finalement, on aura en gros 80% de la population française qui est connectée, même si elle peut avoir des difficultés avec les technologies numériques, elle est quand même connectée. On a une dizaine de pourcents qui est éloigné des technologies numériques, et ceux-là, il faut probablement les reclasser dans cette partie, enfin dans cette typologie que j'ai présentée dans la vidéo. Et enfin, les déconnectés. Et dans les déconnectés, il y a la question de la déconnexion volontaire, qui est un mouvement qui était imperceptible. Ça fait vraiment partie des signaux faibles, qui était imperceptible, réservé à des jeunes militants ultra-écolos, zadistes, etc., il y a quelques
quelques années, il y a 1 ou 2 ans. C'est mon collègue Francis Jory-Guibéry qui avait identifié ça. Là, les questions de déconnexion sont en train de devenir importantes. Il y avait des parties du discours des Gilets jaunes qui allaient de ce côté-là. Il y a des demandes syndicales sur le droit à la déconnexion. Il y a des mouvements néoludites, donc des associations qui militent contre les technologies aujourd'hui. Les ludites, c'était les mouvements ouvriers anglais du 19e siècle qui cassaient les machines. Donc, vous voyez, on a aussi cette réalité à regarder en face. Ce qui nous évite d'ailleurs d'être dans le positivisme absolu vis-à-vis des technologies. Et voilà, le panorama est plutôt celui-là. Je voulais finir avant qu'on discute sur quelque chose que vous avez déjà cité, le travail de Dominique Pasquier sur l'Internet des familles modestes, donc dans le monde rural, en basse Normandie. C'est pas les minima sociaux, mais ce sont des familles qui sont avec des petits salaires. Donc, je vous ai déjà parlé de la perception de la dématérialisation, mais il y a d'autres points très très intéressants. La question de l'Internet comme seconde école. Ça aussi, c'est un point d'appui sur lequel il faut qu'on travaille les uns et les autres. De quel Internet s'agit-il? Eh bien, il s'agit des tutoriels YouTube. Il s'agit des trucs et astuces pour réparer le moteur de la R12, replanter ses poireaux, réparer sa toiture. Cet usage de YouTube est très, très, très fréquent et très important dans les familles populaires. Et il rejoint ces constats des derniers travaux en éducation qui constatent que les gamins qui ont les moins bons résultats scolaires sont aussi ceux qui vont le plus chercher des ressources sur Internet. Donc là, on a un levier intéressant à travailler. L'autre levier, c'est que finalement, les familles populaires sont très rétives aux grandes plateformes et particulièrement à Amazon, et plébiscitent cette espèce d'ovni numérique qui est le Bon Coin. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est cette espèce de vide-grenier en ligne où Dominique Pasquier a constaté que des personnes âgées mettaient beaucoup d'objets à vendre sur le Bon Coin, et non pas pour les vendre, mais pour converser avec des gens, pour rencontrer des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Dernière chose que je voulais vous dire, en référence à la thèse de Véronique Lechêne qui a été soutenue en 2019, où elle a travaillé sur l'inclusion numérique dans les établissements médico-sociaux. Elle s'est rendue compte effectivement que les pratiques numériques effectives permettaient la reconquête de l'estime de soi. Elle a identifié un vrai effet tablette auprès de jeunes présentant des situations de handicap mental ou psychique. Elle s'est rendue compte que ces jeunes réinvestissaient et rendaient visibles leurs pratiques numériques et que cela produisait des transformations de représentation dans l'environnement. On se rendait compte que ces jeunes pouvaient investir leur activité élective, être fan de foot, essayer de faire des vidéos comme les autres, etc. Mais elle s'est aussi rendue compte que finalement, dans les établissements médico-sociaux, les grandes questions qu'on range toujours sur le tapis, les questions très compliquées, par exemple de relations amoureuses ou de sexualité, renvoyaient ces jeunes ou limitaient ces jeunes à des pratiques numériques très, très, très normative. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'aspect très positif des technologies pour les jeunes dans les établissements médico-sociaux, c'est l'effet de normes vis-à-vis des autres, d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être fan de foot, de faire des photos avec Instagram, etc., etc. Mais dès qu'il s'agit
d'apprentissage, d'insertion professionnelle ou de questions d'identité ou de sexualité, on va dire nos normes classiques, les normes développées ordinairement dans les établissements médico-sociaux brident. Vous savez qu'une partie sont des associations de parents aussi, donc il y a quelque chose de très très lourd là-dedans. Vous voyez bien qu'on remonte finalement aux questions du travail social, aux questions classiques du travail social, et on peut vraiment se poser la question de l'essentialisation de l'inclusion ou de l'essentialisation de la société inclusive. C'est-à-dire qu'à force d'utiliser ce mot pour tout et n'importe quoi, vers où va-t-on? Et je pense que ça, c'est des questions qu'on doit se poser les uns les autres. Je vous propose d'arrêter là. Il y a bibliographie, etc. Je pense que vous aurez tout le... Enfin, Gaël, on leur enverra le PowerPoint, je pense. Voilà. Le PowerPoint sera mis en ligne. Et on n'est pas si mal pour un petit temps de questions. Voilà, on avait prévu de finir à 10h30 cette première partie. Il nous reste 10 minutes pour voir si vous avez besoin d'éclairage, de complémentaires, de questions sur ce qui vient d'être dit. Alors, je n'ai pas développé les pratiques numériques des travailleurs sociaux, puisque c'est François Sorin qui le fera, hein, Gaël, je parle sous ton contrôle. Oui. Et je vous ai mis juste une planche sur la question de la dématérialisation, puisque vous aurez une conférence complète de Pierre Mazet là-dessus. Mais enfin voilà, dans ce que je vous ai raconté, il y a quand même des questions qui nous engagent, nous, à prendre de la distance avec les discours ambiants autour du numérique. Par exemple, dématérialisation 2022, qu'est-ce qu'on fait quand on raconte ça? Par exemple, enseignement à distance, école à la maison, qu'est-ce qu'on fait quand on raconte ça, particulièrement vis-à-vis des publics que vous avez en charge les uns les autres? Est-ce qu'il y a des questions, réactions, demandes de précision? Moi, de mon côté, j'aurais peut-être juste une réaction. Donc, je me présente, je suis Alexandre Furderer, donc je suis coordinateur personnes âgées sur la ville de Strasbourg. Donc, j'interviens auprès de personnes en perte d'autonomie, plus de 60 ans. Donc, c'est vrai que moi, j'avais déjà mené un petit peu des réflexions sur la fracture numérique, l'inclusion numérique. La question que je me posais, c'est justement par rapport aux médiateurs du numérique qui sont vraiment formés à cette question de la médiation du numérique. Et j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment quelque chose de très courant aujourd'hui dans les collectivités. Peut-être d'embaucher ce genre de personnel qui puisse aller vers le public justement, dans une logique de l'aller vers, pour les personnes qui ne seraient plus en capacité de se déplacer ou effectivement de faire ces démarches d'elles-mêmes, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est en réflexion, qui apparaît peut-être à certains endroits, je ne sais pas. Alors, c'est encore plus que réflexion. Je viens de publier un interview dans la Gazette des Communes. Je ne sais pas si vous connaissez ce journal qui est diffusé largement. Enfin, c'est pas connu du grand public, mais c'est quand même quelque chose qui a un écho très important. Où j'en appelle, mais j'avais déjà publié plusieurs fois ça dans différents médias. Moi, j'appelle à un plan Marshall de la médiation numérique, c'est-à-dire que globalement, il y a une vraie urgence. Vous l'avez entendu dans le petit clip. Il y a une vraie urgence à intégrer la médiation numérique en soutien de l'ensemble des métiers de l'humain. Enfin, voilà, donc dans le petit clip, je dis reconnaître les bénévoles, mais c'est toute la question des aidants. Et vous voyez bien que ça s'installe dans une histoire de la médiation numérique, puisque les premières médiations numériques se sont faites au temps des clubs informatiques de la fin des années 70, début des années 80. Donc, on ne part pas de rien non plus pour les bénévoles et les aidants. Ensuite, tout le monde raconte qu'il faut former au numérique les travailleurs sociaux, les enseignants, le corps médical et médico-social. Mais ce n'est pas que former à la prise en main.
Tout le monde sait en formation que si on forme à des techniques sans que les gens donnent du sens à ces techniques, la formation ne fonctionne pas. Donc, il faut former à ce qu'on appelle la médiation numérique. Il y a une partie technique, certes, mais il y a une partie théorique, telle que ce que je viens de vous raconter. Il y a une partie connaissance des publics. Il y a une partie analyse des territoires. Il y a une partie enjeux politiques et géostratégiques. Enfin, je veux dire, lorsque certains arrivent dans des territoires avec des solutions toutes faites à base de GAFA sponsorisées par Google, vous allez quand même pas me dire que vous allez l'adopter. Enfin, si vous l'adoptez sans réfléchir à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire finalement alimenter la plus grosse agence de publicité du monde, puisque Google, c'est ça. C'est pas un génie de l'informatique non plus. C'est une grosse agence de publicité. Ça veut dire que vous donnez les données des gens avec qui vous travaillez sans y réfléchir. C'est pas possible. Donc on est vraiment là-dessus. Et le dernier point, et c'est là que je te rejoins, j'ai parcouru tout ça. J'ai monté une filière universitaire parce qu'on m'avait demandé de former les emplois jeunes fin des années 90, début des années 2000 à la médiation numérique. Ça s'appelle USTIC, usage socio-éducatif des TIC, et j'ai monté cette filière-là. Mais clairement, il y en a marre. Enfin, faut arrêter de penser que faire de la médiation numérique, c'est pas un métier. On peut confier ça aux jeunes en précarité, que finalement des services civiques, ça suffira bien. Non, c'est un métier. Enfin, c'est un métier avec des compétences. À mon avis, c'est un métier qui est à la hauteur des métiers du travail social. Ce qui n'empêche pas les travailleurs sociaux, les bibliothécaires, enfin tous les métiers de l'humain, de la culture, etc., de faire de la médiation numérique une des activités de leur métier. Et c'est dans cette zone de contact-là, je prendrai l'image des psys, les travailleurs sociaux qui sont là ont une culture psy, ils savent qu'à un moment donné, ils vont recevoir la demande du jeune ou de la personne avec qui on travaille qui est un peu informelle, et tout le monde sait que notre professionnalité de travailleur social, c'est d'arrêter l'écoute au moment où on se dit on va confier ça à un spécialiste et d'essayer de pousser, ça s'appelle l'amorce thérapeutique, vers un psy, voilà, parce que on n'a ni la mission, ni l'empan, et quelquefois ni la formation pour pouvoir faire ça. C'est la même chose pour la médiation numérique. Voilà, accompagner quelqu'un une première fois sur un portail administratif parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a etc., c'est une chose, mais il faut s'extraire de l'urgence pour en même temps installer une visée d'autonomie. Ce que font par exemple les collègues d'ATD Carmonde, qui aident évidemment parce que migrants sans droit, personnes à la rue, etc., il y a plein d'urgences, mais en même temps, il faut être capable aussi d'envoyer vers de la médiation numérique ces publics-là pour qu'ils s'autonomisent, et s'autonomiser vis-à-vis des technologies, c'est un vrai métier. Enfin, on peut pas l'imaginer. Donc, on peut pas l'imaginer autrement. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le plan de relance, il y a des millions, je crois il y a 85 millions qui sont prévus pour le développement de la médiation numérique. Moi, ce que je crains, et c'est pour ça que je réponds beaucoup aux journalistes en ce moment, ce que je crains, c'est que, on va dire, des espèces de ce que j'appelle le social business, en fait, des gens qui viennent avec les stratégies des GAFA, qui viennent avec une stratégie de très, très construite, qui peut convaincre assez facilement des élus, raflent une bonne partie de ces budgets au détriment des collectifs locaux. Et vous savez bien que pour un élu, quand il y a une seule tête qui dit on va faire comme ça et on va résoudre le problème en claquant des doigts et en formant je ne sais combien de personnes, ça peut être un petit peu plus facile à entendre que si c'est un collectif articulant des collègues de l'État, des collègues du département, des collègues de la mairie plus les associatifs. Voilà. Et c'est ça qu'il faut défendre, malgré tout. C'est parce que finalement, la médiation numérique, elle s'agit sur les territoires. Il n'y a pas de médiation numérique nationale. Ils vont avoir besoin d'orchestrer ça avec des mesures nationales, mais je peux vous le garantir, puisqu'on a vraiment des travaux très, très précis, il n'y a rien de commun, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Alexandre, il n'y a rien de commun
à part le socle métier, mais en termes de population, accompagner des personnes âgées en EHPAD ou faire de la prévention en quartier politique de la ville avec des ados, c'est quand même pas tout à fait le même métier en médiation. Ça demande, c'est les mêmes variations qu'il y a dans le travail social. Quand on parle du travail social, il y a plein de métiers dessous. Et pour la médiation numérique, c'est la même chose. D'où vraiment une reconnaissance de ce secteur et qui doit être soutenu par nous, par les autres. Enfin, voilà, pas en jeu de concurrence. Excusez-moi, c'est un vrai sujet d'actualité, donc Alexandre a appuyé sur un bouton là. Je veux bien prendre la parole sur ce sujet-là, si vous m'entendez. Oui. Oui, donc Catherine Imbert, je suis la directrice de l'URIOPS Grand Est. Oui. Donc voilà, qui est une fédération qui regroupe beaucoup d'établissements médico-sociaux. Et je rebondis sur la question qui peut être une question politique autour de justement l'investissement des politiques publiques sur la médiation numérique. Vous avez cité des exemples, des expérimentations, emploi jeune, où on a testé ces métiers-là, enfin des filières. C'est vrai que pour l'heure, la filière n'existe pas. Et donc, en responsable un peu du lobbying, que ce soit régional ou national, on a beaucoup de mal à démontrer l'intérêt et l'impact d'une bonne médiation numérique et de ce qu'elle pourrait être, puisque c'est vrai que les politiques sont tournées à l'heure qu'il est par l'aménagement du territoire. Vous parliez des zones blanches. On en est encore là, pour dans tous les cas au niveau régional, et en effet et pour le secteur médico-social. Alors pour le coup, surtout par l'utilisation du numérique pour une bonne gestion de l'établissement. On n'en est pas encore, je dirais, en priorité pour une meilleure relation, une meilleure relation avec le public. Donc, il est vrai que si vous êtes un spécialiste de ces questions-là, ce serait très intéressant d'avoir des argumentaires sur quelle est cette médiation, comment on peut la structurer, qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, parce que pour l'heure, il y a beaucoup de choses diverses et diffuses, et on a un vrai travail de lobbying à faire là-dessus. On n'est pas du tout leader, pas du tout. C'est clair. C'est clair. Il y a plusieurs choses importantes que vous avez dit là-dessus. La première chose, c'est le poids finalement des modèles marketing et du mode de lobbying des industriels de l'informatique. Quand Serge Ebersol parle de l'essentialisation de l'accessibilité, je vais vous donner un exemple. J'étais le chercheur invité sur la question de la fracture numérique au Téléphone Sonne à France Inter l'été dernier. Et la dernière question s'adressait à la collègue de Pôle emploi qui était présente. C'était le président de l'association des aveugles et non-voyants d'Île-de-France qui lui dit « Madame, votre site est inaccessible pour nos publics ». Et elle bafouille en répondant « Bah oui, mais notre site, nos sites correspondent aux normes européennes d'accessibilité ». Tout est dit. C'est-à-dire que la réalité, c'est inaccessible pour les personnes handicapées et on va dire le formalisme technocratique. C'est par là qu'entre le numérique dans plein de métiers, y compris les métiers de l'humain, pour faire très large. Tout est dit, puisque si on ne sait pas que le lobbying européen se fait à coût de millions d'euros portés par des grands groupes industriels, voire les GAFA eux-mêmes, on ne comprend pas pourquoi ces normes sont aussi déconnectées de la réalité. Parce que ce ne sont que des normes technologiques et pas des normes d'usage. Voilà. Et là, le premier argument, il est là. Le deuxième argument, c'est que c'est une transformation culturelle massive. Alors, je vous invite à lire mon interview dans la Gazette des communes. La journaliste m'avait, professionnellement titillé correctement, donc je suis parti un peu vite. Je fais l'analyse de la situation Samuel Paty à chaud, encore sous le choc. Mais de mon registre, je ne suis pas du tout un spécialiste de la radicalisation, etc. Je me suis intéressé à deux éléments vraiment importants.
Le premier, c'est l'emballement des réseaux sociaux autour de cette histoire de cours. Et le deuxième, c'est cette situation absolument hallucinante qui doit interroger tous les travailleurs sociaux qui sont là, surtout ceux qui s'occupent de jeunes en difficulté en quartier, la dénonciation pour 300 € du prof par des gamins. Si la réponse politique immédiate, ça a été on va tordre les bras à Facebook, Google, qui possède Instagram et Snapchat pour qu'ils régulent. Mais c'est d'une naïveté crasse. C'est leur modèle économique. Plus on fait des choses trash sur ces réseaux sociaux-là, plus on a d'audience. Et plus on a d'audience, plus on enrichit les GAFA. Donc, demander aux GAFA de limiter ces audiences-là, c'est leur demander d'abandonner leur modèle. Donc, ce n'est pas possible. Et nos élus continuent, enfin nos élus, là c'était la réponse gouvernementale, continuent à mouliner là-dessus. Là, on a une vraie question d'éducation, je serais tenté de dire d'éducation populaire numérique, donc de médiation numérique basée sur l'éducation populaire. Là, je pourrais vous donner, j'ai écrit pas mal de textes là-dessus. J'ai eu un cours en quart sur le document de la Fédération des centres sociaux. Enfin, on a commencé à travailler vraiment exactement dans la ligne que vous décrivez. Les dégâts humains, relationnels, éducatifs et sociaux de ce que moi j'appelle le dessaisissement parental, c'est-à-dire l'idée que finalement l'éducation aux médias, aux usages des technologies, etc., a complètement déserté les familles, particulièrement les familles les plus en difficulté, et que nous, on est un petit peu comme devant un œuf, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très, très compliqué. C'est là, effectivement, que des structures de la taille de l'URIOPS, de la taille de la Fédération des centres sociaux, etc., doivent s'appuyer sur nous pour construire ces argumentaires. Et l'argumentaire le plus efficace, c'est de considérer que nous sommes les tenants du pan sociétal, anthropologique, sociologique, social, vous décrivez ce que vous voulez. La techno, c'est un autre champ, mais tout ce qui concerne les usages a une dimension relationnelle. Et quand cette dimension relationnelle est absente, eh ben, je veux dire, voilà, il y a plus de normes, et ça donne Samuel Paty et ces gamins qui, voilà. J'ai fait un groupe de parole avec des collégiens là-dessus. Je suis aussi de manière clinique ça. Il y a la moitié qui s'est mis à pleurer quand même sur la situation. Et donc, voilà, ça les touche. C'est évident que voilà. Alors, je voulais juste je suis maîtresse du temps, il est 10h38. On avait prévu de finir à 10h30. Effectivement, on entend bien la nécessité, du coup, comme vous dites, cette question relationnelle finalement aux usages numériques et cette question de la médiation numérique qui effectivement n'a pas été prise de manière peut-être assez volontaire par les politiques publiques pour structurer une vraie filière. En fait, de la médiation numérique professionnalisée, etc., qui permettrait effectivement à la fois d'accompagner les jeunes, d'accompagner les familles, etc. Sachez que la Fédération nationale des centres socioculturels a sorti aussi un manifeste concernant la société de la médiation, enfin la société numérique, il y a quelques semaines, justement pour aussi dire que cette préoccupation de la société numérique, c'était effectivement une préoccupation aussi d'éducation populaire, bien évidemment. J'entends effectivement la question de construire des argumentaires un peu concrets, hein, Catherine, pour vraiment montrer l'impact que peut avoir une bonne médiation numérique. C'est vrai qu'on a l'impression que ça peut être, comme je fais un peu référence à vos 3B là, ça peut être un peu bricolé finalement par les travailleurs sociaux. Finalement, chacun peut se débrouiller un petit peu avec ses usages du numérique, mais on voit bien que non, il y a d'autres enjeux, et vous faites effectivement référence à cette tragédie hein, de Samuel Paty. On voit effectivement finalement comment comment elle a résonné finalement avec effectivement l'usage des réseaux sociaux. Alors juste peut-être, il est 10h40. Il y avait pour que les gens ne soient pas frustrés sur le
chat, il y avait une question à propos des chiffres précis sur les déconnectés volontaires. Je propose que sur cette question-là, s'il y a des chiffres plus précis sur les déconnectés volontaires, on les communique par slide ou dans un petit article. Je pense que c'est une question sur laquelle on peut répondre par un document ultérieur. Et par contre, il y avait une question, alors peut-être plus autour de que pensez-vous des dispositifs Aidant Connect et Click Connect. Alors, peut-être parce que ça, c'est vraiment des dispositifs qui sont liés aussi à l'accès aux droits. Aidant Connect, c'est un dispositif qui permet en fait à des aidants de pouvoir se connecter pour bénéficier de réponses. Enfin, peut-être vous pouvez développer. Oui. Et après, je propose qu'on arrête et qu'on fasse la pause. Voilà. Peut-être 2 minutes sur ça pour qu'après on ne perde pas, on ne glisse pas trop dans la matinée. Alors, sur ces dispositifs, évidemment, on est encore sur la percussion entre signaux faibles et crise sanitaire. Donc, on était en train je ne sais pas si le cas, si on peut dire du lobbying, mais l'arrivée de Cédric O au secrétariat d'État au numérique nous a permis de sortir un peu de l'ornière politicienne dans lequel son prédécesseur, qui visait la mairie de Paris, nous avait embarqué les 2 années précédentes. Et il y a une équipe autour de lui qui a tenté finalement de faire un état des lieux des recherches sur le sujet, et pas mal de préconisations allaient dans le sens effectivement d'arrêter de penser uniquement l'aide aux usagers, parce que là il commençait à avoir énormément d'usagers à aider qui étaient dans de telles distances avec les technologies qu'un dispositif de type tiers de confiance, vous savez, c'est important ça dans les technologies, on fait confiance à des portails ou à des technologies lorsqu'on sait qu'elles sont arrimées à des tiers de confiance, qu'elles respectent la RGPD, qu'elles permettent de sortir des questions de secret professionnel, etc. Et même s'il n'est pas parfait, c'est quand même dans ce dispositif, dans cette philosophie-là qu'a été créé Aidant Connect. Après, ça suffit pas. Enfin, clairement, c'est un dispositif en ligne qui a été mis en place, bricolé, on va dire ça comme ça, bricolé de manière assez rapide pour être mis en place dans le confinement, enfin pour aider dans le moment du confinement. Il faut qu'il s'articule à une stratégie de médiation numérique globale et pas uniquement portail par portail, quoi. Et ça, donc pour moi, c'est un pas en avant, mais c'est pas suffisant. Ok. Merci. 10h43, je vous propose, effectivement, on a pris 13 minutes de retard, une petite dizaine de minutes. Allez. Voilà, donc je remercie celles et ceux qui ont participé à la conférence. Pour celles et ceux, alors on aura bien retenu l'importance, là, dans les débats de structurer une filière de médiation numérique et effectivement d'avoir une politique globale. Ce à quoi quand même effectivement je pense que les forces vives sont quand même présentes pour aller vers ça, en tout cas sur les territoires et en termes de structuration d'une politique nationale. Je vous propose de clore cette première partie. Pour celles